Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. Les processus d'apprentissage sont complexes et déstabilisants. L'élève est confronté au doute, il va se tromper, il aura peur qu'on se moque de lui. S'il rencontre des difficultés scolaires, il peut perdre confiance en soi, se sentir vulnérable. À force d'entendre qu'il est nul, il se résigne. Il peut alors adopter des attitudes de violence en classe, faire le cancre ou être en situation de démotivation scolaire, voire rechercher d'autres formes de motivation à travers des substances. Pourtant, apprendre est un plaisir naturel dès le plus jeune âge. Alors comment certains élèves en arrivent au décrochage scolaire ? Quel atelier, toi, habituellement ? Nous sommes dans une école spéciale, un peu comme une école de vie. Ces jeunes sont en rupture avec leur environnement familial, social ou scolaire. L'Institut Saint-Raphaël essaie de leur apporter un cadre structurant, de les placer dans une situation de pré-apprentissage. Sébastien Baiza est ici depuis 3 mois. Il vient du canton de Vaud. Lorsqu'il est arrivé au cycle, il a suivi le niveau le plus faible en classe d'observation, réservé aux élèves qui rencontrent des difficultés. Dans ce cursus, il a eu de la facilité et arrivé au bout, il a tenté de faire un raccordement pour passer au niveau général du cycle. Et là, tout est devenu plus compliqué. Et c'est de ces années-là, toi, ça fait 2 années en ESO. 3. La matière est tellement différente entre une observation et un premier degré, c'est tellement fort que le rattrapage sur une année, quand on était habitué à un autre rythme, parce que c'est ce qui arrive en observation, on a un rythme quand même plus lent, avec des exigences quand même plus basses. Si on n'est pas préparé, même pendant l'été ou même 1 ou 2 mois à l'avance, c'est un choc assez violent. Puis ça a été la cause de ta démotivation. Exactement. Suite à ça, j'ai eu 2-3 problèmes d'organisation. Donc, par exemple, moi, au début de chaque cours, je perdais 15 à 20 minutes pour chercher une fiche dans mes classeurs qui n'étaient absolument pas rangés. En 15-20 minutes, lorsqu'on fait ce raccordement, on a déjà rempli un recto, quoi. Du coup, j'étais tout le temps derrière mon voisin à recopier ce qu'il venait de noter, quoi. Et je suivais plus les cours, finalement. J'écrivais pour écrire et puis je retenais plus rien. Vous appreniez plus correctement. Exactement. Du coup, suite à ça, voilà, mes moyennes, pensez bien, ont baissé. Les jeunes qui atterrissent dans ce centre rencontrent presque toujours des difficultés scolaires. Ils manquent d'estime de soi et le cheminement pour leur faire croire en leurs capacités ou les remettre en phase avec le milieu professionnel et social est long. Ils arrivent la plupart du temps dans un état déstructuré. Déstructuré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour eux, ils sont structurés. Dans leur mode de vie, avec leurs copains, ils sont structurés. Là, Sébastien, il fait du skate, il faisait du graffiti. Pour lui, c'était un mode de vie très structuré et des compétences qu'il a développées. Mais après, il n'a pas pu transposer ces compétences-là dans une vie de société. Et donc, quand on doit se remettre au travail ou simplement s'accommoder de la vie de société et puis commencer à travailler, s'entendre avec les autres, être capable de faire des concessions, ça nécessite une nouvelle structure. On a régulièrement des jeunes qui, pendant plus d'1 année, n'ont pas du tout été à l'école. Et là aussi, la gestion du temps, c'est complètement déstructuré. Sébastien a décroché de l'école et pendant 1 année et demie, il a traîné dans les rues de Lausanne à faire du skate. Il a commis des délits mineurs en lien avec le cannabis et les graffitis. Mis à part faire du skate, voir mes amis et dormir jusqu'à pas d'heure, je faisais rien de spécial, quoi. J'étais vraiment sur une route sans traçage. Vous vous rendiez compte à ce moment-là que vous étiez sur une mauvaise route, on va dire ? Oui, bien sûr, mais je n'avais pas les outils pour pouvoir me sortir de cette route, quoi. Le problème de tous nos jeunes ici, quand vous discutez avec eux, ils ont les mêmes rêves que tout le monde. Ils aimeraient avoir une vie pas complètement rangée, passer des jeunes, ils aimeraient un petit peu de folie, ce qui est normal, hein. Mais ils ont des rêves comme nous. Le problème, c'est qu'en ayant ces rêves, ils se disent, c'est pas possible, j'aurais pas. Moi, j'aurais pas ça. J'ai pas fait ces études, je peux pas faire ce métier, j'aurais pas.
Le monde des adultes ne m'accepte pas, j'aurais pas. Ils ne sont pas capables de regagner ça. Et le plus gros du travail avec eux, c'est de leur dire c'est possible. Je m'étais rendu compte, en arrivant ici, que j'étais arrivé à un échelon assez bas de l'échelle, quoi. Qui n'est pas le mien, en fait. Enfin, c'est ce que je ressens personnellement. Du coup, en arrivant ici, j'ai tout de suite envie de grimper l'échelle et de ne plus m'arrêter, ça c'est sûr. Surtout lorsqu'on a vécu ces erreurs, en fait, tout au long de notre scolarité. Quand vous avez toute une classe en difficulté scolaire, comme qu'on a les classes de SECPA, ou que je demande à ces élèves de quoi est-ce que vous êtes certains, ils me répondent d'une seule voix, on est certain d'être nuls. Donc ça m'a serré le ventre parce qu'ils ne sont pas nés avec cette certitude. Si on est nul, on peut avoir à ce moment-là du plaisir à être nul, et c'est peut-être ce qui est le plus difficile à se représenter quand on est enseignant, c'est le plaisir qu'on a à être nul. C'est le plaisir d'être dispensé à vie, de faire des efforts dans telle ou telle matière. Daniel Favre est professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier. Il a également une autre casquette utile, celle de neurobiologiste. Il s'intéresse donc au fonctionnement de notre cerveau, et notamment au fait qu'apprendre ou résoudre un problème compliqué entraîne une réaction chimique dans notre lobe préfrontal. En 2004, une équipe allemande qui a montré chez des rats qu'il y avait un problème de repérage dans un labyrinthe à faire pour trouver une récompense externe. Et ce qu'ils ont mis en évidence, et ça c'est intéressant parce qu'on a les mêmes circuits nerveux que les rats, même si ça n'a pas été fait chez l'homme, parce que déontologiquement on ne peut pas le faire chez l'homme, c'est au moment où ils résolvaient le problème du labyrinthe, qu'à ce moment-là, ils avaient une sécrétion de dopamine dans la partie frontale de leur cerveau, et non, ils n'avaient pas cette décharge-là quand ils trouvaient la récompense. Donc l'apprentissage devrait intrinsèquement être un plaisir. Oui, et on le voit chez les jeunes enfants. Les jeunes enfants explorent, tâtonnent, recommencent, font des tas de choses. Comme le disait encore Jean Piaget, les enfants ne jouent pas, ne s'amusent pas, ils résolvent des problèmes. Mais c'est tellement ludique, ils semblent tellement prendre du plaisir à le faire que nous, on y s'amuse. Lorsque l'enfant se retrouve ensuite sur les bancs d'école, il sera confronté aux autres, au rythme d'apprentissage imposé, aux évaluations. Il recevra l'étiquette de bon ou mauvais élève. C'est l'histoire, donc à la page 26, plus fort que toi. Je mettrai en premier le fait qu'il va perdre le plaisir de l'exploration, de la résolution de problèmes, sans risque. Très vite, on va le faire prendre conscience que s'il ne résout pas le problème pour un moment donné, en même temps que les autres, en un temps donné, à ce moment-là, il va y avoir un risque. Ce risque, ça sera la note qui va être appelée mauvaise, qui lui indique non pas qu'il ne sait toujours pas faire, mais qui lui dit, tu vois, ta récompense, c'est une punition dans ce cas-là. Donc on a un peu sans doute tort, socialement, de trop faire basculer les élèves dans la récompense et la punition, parce qu'au contraire, il faudrait qu'ils restent comme ils le sont spontanément entre 3 ans et 5 ans, ou 2 ans même, ou 1 an et 5 ans, avec une forte motivation intrinsèque. C'est seulement quand on se sent en sécurité qu'on prend le risque d'apprendre. Et en particulier, il faudrait arriver à faire en sorte que la peur de se tromper devienne moins omniprésente dans l'esprit des élèves. Maxime Césali est un enfant curieux, intelligent, intéressé. Il est arrivé au point de détester l'école. Le dimanche soir, il pleurait. Il disait qu'il ne voulait plus aller à l'école. Il disait qu'il voulait inventer une machine à remonter le temps pour aller tuer Charlemagne. Comme ça, l'école n'existerait plus. Et puis je me faisais du souci pour lui. Puis je voyais bien qu'il se donnait de la peine. Et puis des fois aussi, je ne comprenais pas parce qu'il me disait « mais je sais écrire ce mot ». Puis je disais « mais alors, écris-le juste ». Puis il me dit « mais j'ai écrit juste ». Puis il ne voyait pas la faute. Puis après, finalement, quand il voyait la faute, il s'énervait, il jetait son cahier, il cassait son crayon. Et puis il y a eu des fois où je lui ai dit, on avait des pictogrammes, des sentiments dans la cuisine. Et puis je lui ai dit, mais va mettre ton sentiment. J'étais sûre qu'il était fâché, mais en fait il était triste.
Maxime et sa famille sont venus s'installer en Valais alors qu'il avait 9 ans, en 4e primaire. Il a vécu un changement au niveau de l'enseignement et de grandes difficultés se sont manifestées. Les profs étaient beaucoup plus sévères. À Genève, on pouvait rendre des devoirs tachés ou comme ça, puis là, il y avait une tâche, un devoir, on devait recommencer. Il y avait les dictées. Je bossais énormément, puis j'avais toujours de mauvaises notes. Et alors ça m'énervait. C'est plus une pédagogie de transmission, il devait aussi apprendre beaucoup de choses par cœur, il devait justement faire les choses de manière très soignée. Et puis c'était difficile pour lui d'apprendre seul, parce que justement il n'arrivait déjà pas à tout relire. Donc déjà ça c'était une difficulté. Mémoriser une quantité de matière seul face à une feuille. Il y avait les devoirs comme il disait, il y avait la dictée. Alors du coup, moi je l'aidais beaucoup pour les leçons. Et puis du coup il avait quand même des bonnes notes, mais c'était énormément de temps à passer avec lui, aussi pour l'allemand. Combien de temps vous passiez pour faire les leçons? On passait facilement 2-3 heures par jour, on faisait entre 12 et 17 heures par semaine. Peut-être en juin de la 4e primaire, à la fin de l'année scolaire, je suis tombée sur une brochure, puis ça parlait du haut potentiel et puis de la dyslexie. Je me suis dit c'est exactement ça. Vif, on comprend vite, mais énormément de peine dans certaines branches, et malgré le travail fourni. Le parcours scolaire d'un enfant à haut potentiel ou aux prises avec un trouble d'apprentissage comme la dyslexie est semé d'embûches. L'élève est souvent mis en échec et il ne comprend pas pourquoi. Vous avez été démotivé à l'école, vous avez eu envie d'arrêter ou... Ouais, je crois que j'ai un peu toujours eu envie d'arrêter. Mais oui, surtout en 4e et en 5e et en 6e. En 6e primaire, on avait le calcul mental, puis on avait un prof qui n'était pas très exigeant. Enfin non, trop exigeant justement. Et donc, c'était assez démotivant. Je bossais avec mes amis, mais on avait toujours de mauvaises notes. Mais j'étais pas le seul, alors ça allait. C'est surtout en 4e primaire où j'avais du souci. Parce qu'un facteur aussi qui était très stressant, c'est l'enseignant de 4e primaire, s'il n'avait pas la moyenne dans une branche à étudier à la maison, il donnait une punition. Puis Maxime, une punition, ça lui faisait 1h30 de travail, en plus des 2 heures qu'il avait déjà environ par jour. Tu marques quoi? Martine est elle-même enseignante spécialisée, ce qui l'a grandement aidé à comprendre les difficultés de son fils et à l'accompagner dans les apprentissages. Elle n'est pas vraiment HP, mais elle est peut-être en dessus de la moyenne. Ce que j'ai compris, puis ça m'a fait très très plaisir, puis je pense que ça l'a aussi beaucoup soulagé, c'est qu'en fait à l'oral, en effet, il sait comment ça s'écrit. Et puis ça, du coup, c'était agréable pour moi et pour lui, parce qu'on s'est dit, en fait, il n'est pas si mauvais en orthographe. Tout simplement, il y a une perte entre ce qu'il sait dans sa tête et puis ce qu'il arrive à écrire. Parce que quand il le dicte, il fait peu de fautes. Et ça, c'est intéressant psychologiquement, quoi, au niveau neurologique, de se dire il a la réponse, mais il n'arrive pas à la performance. Un test. On voit que c'est un A. Ouais, mais il faut le colorer. Oui, mais ça se voit, c'est pas genre... Si je me mets... Maxime est aujourd'hui à l'école des métiers en électronique. Il bénéficie de mesures particulières en lien avec ses difficultés, comme un temps supplémentaire ou la lecture de consignes lors d'une évaluation. Ces mesures directives ont amélioré sa qualité de vie à l'école et ont permis de réduire le stress aussi de la famille, avec le sentiment d'aller de l'avant. Lorsque les difficultés sont trop importantes et que l'environnement familial ou social mène aussi à une dévalorisation de soi, l'élève a de la peine à trouver des solutions seul. Il se met toujours plus en échec ou il renonce. En Suisse, 6 à 10% des jeunes quittent prématurément l'école. 6 à 10% des jeunes décrochent et trouvent une voie alternative. Parfois une voie tournée vers la précarité de l'emploi et du chômage, parfois vers les substances addictives ou vers la violence. Le problème, c'est quand l'élève commence à échouer à l'école. L'école lui fait sentir, l'environnement lui fait sentir, en motivation de sécurisation, qui ne fait pas son métier, d'élève. On le traite de mauvais élèves, à tort, parce que c'est tout simplement d'élève qui n'a pas fourni pour le moment les résultats attendus. Il n'a rien mauvais. Donc il ne va plus avoir de plaisir en motivation de sécurisation. Deuxièmement, il n'aura pas le plaisir de réussir en motivation d'innovation.
Et il lui reste la dernière ressource que notre cerveau a pour avoir du plaisir, c'est la motivation d'addiction. Donc la violence, je la mets parmi les recours possibles de conduite addictive. Mon avis et nos recherches montrent qu'il trouve la violence un peu par hasard. Il pourrait rencontrer l'alcool, il pourrait rencontrer des drogues, dures ou pas. Il pourrait rencontrer des conduites à risque. Tout ce qui peut y avoir un effet anxiolytique. Sachant que la violence, dans ce cas-là, ça sera plutôt un comportement addictif qui aura comme principal effet de combattre leur anxiété. C'est-à-dire ils vont se sentir moins anxieux, ils vont se sentir plus puissants, plus forts, quand ils amènent les autres autour d'eux à avoir peur d'eux, à se sentir faibles ou à se sentir impuissants ou mal à l'aise. Les jeunes qui sont en institut ont commis parfois des délits mineurs, à l'image de Sébastien. Ils se retrouvent ici souvent contre leur gré. Ils doivent reconstruire un projet de vie et certains utiliseront cette plateforme pour reprendre confiance en eux. Une fois qu'on a tout quitté, qu'on se dit qu'on ne peut plus retourner en arrière, on cogite beaucoup. On se dit que finalement c'était pas ça la solution et que peut-être passer à côté de quelque chose, quoi. Donc pour moi, en l'occurrence, j'ai vécu mon décrochage scolaire, mais c'était aussi un rattrapage au niveau de ce que pouvait me réserver l'avenir au final, même si j'étais totalement perdu, quoi. Je savais que le jour où on allait me proposer une solution, j'allais l'attraper, la saisir de toutes mes forces, quoi. Vous avez repris confiance en vous aujourd'hui? Ah oui, clairement. Ah oui, clairement, là je me sens prêt à affronter mon destin, à affronter ce que le futur me réserve, quoi. Sébastien fait un pré-apprentissage et il s'est trouvé un projet de vie. Il espère trouver un apprentissage prochainement en tant qu'horticulteur pépiniériste. La sécurité, c'est vraiment se sentir accepté, sans jugement, comme un sujet d'avenir. C'est-à-dire que si on associe ce que je suis à ce que je fais, c'est ce qu'on dit quand un élève il est bon ou qu'il est mauvais, c'est-à-dire qu'on mélange, il y a une confusion entre ce qu'il produit et ce qu'il est. C'est comme si on traitait les paysans de patates. Ça ne leur plairait pas. Ils font pousser des patates. Donc un élève produit les résultats attendus ou il n'a pas encore produit les résultats attendus, c'est tout. C'est la confiance surtout que tu m'as donnée, Au cycle, on m'avait dit que je n'avais pas les capacités pour aller au collège. Et puis là, à Noël, qu'on me dise qu'avec le 4, je n'arriverai pas à finir mon année. Et si j'arrive à finir par chance, je n'arriverai pas à faire la deuxième année. C'est des choses qui sont très dures. Et c'est dur avec ces paroles de réussir à trouver la force de travailler le soir si on sait que de toute manière, on ne réussirait pas. Les personnes comme vous qui sont dans les études, on fait des retours à certains enseignants parce que le but c'est de collaborer avec eux. Valentine est venue ici plusieurs fois. Vincent Tétat l'a suivie depuis la 3e du cycle dans ce centre de compétences en éducation et relations humaines. Elle est venue chercher de l'aide pour bien se préparer à l'entrée au collège et pour reprendre confiance en elle. Vincent Bornet a aussi été démotivé dans son parcours scolaire. Il a redoublé la 2e du collège et a dû s'accrocher. Avec l'éducateur social, ils ont défini un projet, des objectifs et des méthodes de travail. Toi, tu as décidé d'y aller, puis tu as commencé à mettre de l'action. Mais les gens, l'entourage, ils n'ont pas vu qu'il y avait peut-être ce départ. Donc eux, ils sont toujours dans l'ancienne, entre guillemets, Valentine. Et puis si on ne leur dit pas d'observer ce que vous faites mieux, des fois, ils en ont un peu de la peine. Totalement démotivé, oui. J'étais jamais dans des situations d'échec scolaire ou bien je passais juste. En général, je passais bien, donc je n'avais jamais eu ces questions-là, enfin ces problèmes-là. Donc ça m'a démotivé, oui, beaucoup. Et puis après, ce qui m'a aussi démotivé, quand j'ai refait l'année, j'ai vu des mêmes profs sur certaines branches, des mêmes cours, des mêmes feuilles, des mêmes livres. C'est long. C'est long. On est parti de ce qui pouvait faire problème quand ils sont venus le premier jour et surtout comment ils aimeraient que ça se passe. Et puis on a vraiment parlé de comment ça sera quand je serai bien ou j'arriverai à bien me motiver, à bien travailler. Puis qu'est-ce que je gagne à le faire. Et puis on a collé ça entre guillemets à l'état présent qui n'était pas satisfaisant, qui n'allait pas sur le moment. Puis qu'est-ce que je peux mettre en place pour. Et très souvent, c'est eux qui amènent des bonnes solutions et nous, on complète ça par des outils, des petites stratégies et puis on encourage et puis on appuie là derrière.
C'est facile à dire, mais il y a c'est un long chemin et on a le rappel avec Vincent, on avait fait aussi une sorte d'arbre. Ouais, c'était un chemin avec les objectifs chaque année. Quel est mon objectif pour juin 2013, juin 2014, etc. Puis je voyais au bout, juin 2015, maturité, puis je voyais ça, je dis c'est loin, mais au final ça s'est vite passé et puis j'ai réussi. Aujourd'hui, vous êtes en 3e du collège, vous en ressentez une certaine fierté? Oui, je suis contente, vraiment contente, puisque quand on sait que depuis le cycle, on nous dit qu'on n'arrive pas à aller, aux premières du collège, on nous dit qu'on ne va pas réussir la 2e, c'est chaque fois une année réussie en plus. Et puis je pense que je vais réussir et j'ai envie en tout cas de réussir mes 50 collèges. Et puis, Vincent Teta et son père Philippe Teta, docteur en sciences de l'éducation, ont créé ce centre il y a 8 ans. Il donne la possibilité aux jeunes et aux adultes qui les consultent de prendre du recul, de trouver des solutions. Il travaille souvent en collaboration aussi avec les enseignants. On décroche quand on ne réussit pas, on décroche quand on n'est pas soutenu, quand on n'est pas encouragé, quand on n'est pas stimulé. Parce que ça, je trouve que c'est vraiment des choses importantes, quoi. Et puis d'accepter qu'ils se trompent, c'est qui trébuchent. Il y a quelqu'un qui disait « échouer, c'est pas de tomber, c'est ne pas se relever ». Alors donnons-lui les moyens de se relever. Il s'agit de décontaminer l'erreur de la faute. C'est-à-dire on ne peut pas apprendre sans faire d'erreur. S'il y a des élèves qui en début de cours savent déjà faire, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres. Ça veut simplement dire qu'ils ont déjà appris avant de commencer. Donc le contrôle qui trierait les élèves qui savent déjà faire et les élèves qui ne savent pas encore faire sont des contrôles qui vont hautement insécuriser les élèves. Donc pour travailler là-dessus, c'est penser que l'erreur est quelque chose qui est incontournable, c'est-à-dire on ne peut pas faire d'erreur sans avancer, et j'irai même plus loin, la science ne peut pas avancer sans faire d'erreur. L'apprentissage est un processus d'essai et d'erreur. Au cycle de Vissois, la démotivation scolaire a fait l'objet d'un projet en lien avec le label École en santé. Un groupe de travail santé s'est constitué et il a fait une évaluation des besoins des élèves. Ces derniers demandaient plus de démocratie à l'école et ils étaient 60% à soulever de la démotivation au devoir, des problèmes de concentration et de stress. Parfois les gens ont le sentiment que on ne va pas pouvoir leur dire motive-toi, travaille, tout ça ne sert à rien. Il faut que l'enfant trouve en lui-même les raisons de se mettre effectivement au travail. Et la motivation, elle est liée à quoi selon vous? Je pense d'abord au sens que l'élève donne à sa présence en classe. Quand l'élève ne sait pas ce qu'il fait là, que l'école c'est une suite de contraintes, qu'il ne voit pas le sens qu'il y a à apprendre quelque chose pour entrer ensuite dans la vie, devenir autonome, entrer en apprentissage ou faire des études et assumer un destin personnel, à ce moment-là, c'est très difficile de raccrocher les élèves à la motivation. Le cycle de Vissois a donc transformé les études surveillées en une structure d'aide aux devoirs. Les élèves décident de venir volontairement, ils ne sont pas contraints. Ils reçoivent l'aide d'un enseignant sur place et ils peuvent aussi travailler en groupe, s'entraider ou utiliser les ordinateurs. Et ce soir, une quinzaine d'élèves sur 70 sont au rendez-vous. J'ai souvent des devoirs où je ne comprends pas la consigne ou comme ça, puis je demande aux professeurs, puis ils peuvent nous aider, puis c'est même eux des fois qui nous donnent les devoirs, donc ça va plus vite, c'est plus simple. J'avance mes devoirs pour toute la semaine, comme ça j'aurais pas besoin de les faire à la maison. Les parents, toujours, ils n'arrivent pas trop à nous aider des fois, donc on vient ici. On est dans un cadre en fait assez sécurisé, quoi. On peut demander de l'aide aux profs, des devoirs supplémentaires. Donc ça va très bien. On ose espérer que ce mouvement-là va entraîner de la motivation par le succès. Un élève qui se met à réussir à l'école va changer son regard et sur la didactique et sur le fait de faire des devoirs, des leçons et d'avoir du travail à domicile. Cette mesure simple mais unique en Valais s'inscrit dans la durée et dans la politique de l'établissement. Elle permet de motiver par l'entraide et le succès et à faire face aux besoins des élèves d'aujourd'hui. Ce qui a véritablement changé dans l'école, c'est qu'auparavant, lorsque les possibilités de loisirs étaient moindres, les enfants venaient à l'école et c'est là qu'ils trouvaient la richesse, les relations et une vie intéressante.
Maintenant, pour nos jeunes, ce n'est pas à l'école qu'ils trouvent une vie intéressante. C'est dès 14h30 ou dès 16h, on trouve les réseaux sociaux, on trouve les copains et plein d'activités extraordinaires à faire. Et l'école, c'est un temps qui est devenu peut-être un peu plus obligatoire qu'avant, peut-être un peu moins intéressant parce que nous sommes finalement les seuls dans la vie de ces jeunes à imposer des temps de concentration, des temps de lecture, des temps d'assimilation. Ça n'a rien de sexy et on doit passer par là pour développer l'intelligence, le savoir et les compétences d'un être humain. Trouver du sens à apprendre, redonner confiance aux élèves, éduquer dans un climat où l'enfant se sent en sécurité, où il a le droit de se tromper et d'apprendre à son rythme, enlever les étiquettes de nuls ou mauvais élèves et repérer les élèves qui ont des difficultés, ne pas les stigmatiser mais leur donner les moyens nécessaires. C'est tout un programme pour que finalement l'école soit un moteur à l'épanouissement personnel et pour tous.